Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle review de ma série consacrée aux films de la licence Pokémon. Aujourd'hui, on va s'attaquer au 6ème film, Jirachi, le génie des vœux. Alors, outre le fait que ce film soit le premier de la 3ème génération, qui a longtemps été ma préférée personnellement, autant dans l'anime que pour les jeux, ce dernier marque également la première fois où Sacha n'est pas le personnage principal d'un film. En effet, nouvelle génération, nouveaux compagnons et nouvelle direction, ou en tout cas de nouvelles idées il faut croire. Et mine de rien, ça fait pas mal de petites nouveautés pour une formule qui était déjà bien ancrée depuis quelques années maintenant. Et c'est bien les nouveautés, surtout lorsqu'elles sont encadrées par une nouvelle génération, c'est l'occasion pour, alors pourquoi pas? Malheureusement, à vouloir trop en faire, on finit parfois par se perdre complètement. Et justement, je ne vous cache pas que j'ai longtemps redouté le moment où j'allais finalement aborder ce film, tout simplement car à mon sens, il fait partie des pires de la saga. Et croyez-moi, ça ne me fait pas spécialement plaisir d'en parler. Alors ça n'aurait aucun intérêt que je me contente simplement de lui cracher dessus, et vous me connaissez à force, je ne suis pas comme ça, donc ne vous inquiétez pas. Mais je suis là avant tout pour vous donner mon avis sur ce film, alors allons-y. Et avant de rentrer plus en détail sur les points avec lesquels j'ai beaucoup de mal, commençons plutôt par évoquer les quelques rares points que j'apprécie un minimum. Même si vous allez rapidement comprendre qu'au final, c'est un tout global et que tous ces points sont étroitement liés entre eux. Par exemple, je peux encore une fois vous dire que j'apprécie l'idée de mettre un autre personnage que Sacha en avant pour une fois, même si on parle ici de Max. Et vous le savez je suppose, voire peut-être même vous en faites partie, mais beaucoup de gens ne supportent pas Max et le détestent même au plus haut point, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs. Bon, ce n'est pas non plus un perso que j'adore pour autant, surtout comparé à sa sœur qui est littéralement mon second personnage préféré de tout l'animé, mais ça c'est une autre histoire et on y reviendra le moment venu. Bref, tout ça pour dire que voir Max être mis en avant, avoir un peu l'occasion de briller de la sorte dans ce film, contrairement à la série, c'est une idée plutôt intéressante à mon sens. De même concernant la backstory de Butler par exemple, ou du moins une partie plutôt. Le fait qu'il vienne de la team Magma, je trouve cette idée plutôt sympathique. Bon, c'est encore une fois le cliché de l'antagoniste du film qui appartient à la base à une team. C'est sûr que c'est pas très original, mais bon, au moins c'est l'occasion de promouvoir la génération une fois de plus. Alors pourquoi pas après tout? Alors oui, je sais, c'est un argument très faible, mais je vous ai dit que j'aimais peu de choses à propos de ce film. Allez, à la limite, je peux rajouter dans l'eau l'idée du lien de Jirachi avec la comète et du contexte de n'avoir qu'une semaine pour en profiter. Même si au final ce contexte-là aussi n'aura pas servi à grand chose, hormis fixer une date limite concernant la relation entre Max et Jirachi. Mais mis à part ça, je dois bien vous avouer que c'est à peu près tout en fait. Et le pire c'est que comme je le dis souvent, j'aime les idées telles qu'elles sont présentées à la base, mais je n'aime pas leurs exécutions, la façon dont ces mêmes idées sont développées par la suite. Et le problème là-dedans, c'est que c'est quasiment valable sur tous les différents points que j'ai cités précédemment, soit quasiment tous les points principaux du film au final, en tout cas à mon sens, et c'est bien ça le plus triste. Justement, vu que j'en parlais avant, revenons plus en détail sur la relation entre Max et Jirachi. Comme je le disais, Max n'est clairement pas le favori du public et de très loin, surtout contrairement à sa sœur qui, elle, en plus d'être moins insupportable, progresse de plus en plus dans la série. Max quant à lui gardera longtemps cet aspect de personnage en trop dans le groupe, pas nécessairement utile puisqu'il ne combat pas et que Pierre connaît tout autant, voire plus de choses que lui. Mais justement, ce film lui donne une occasion d'être mis au premier plan, littéralement même devant Sacha. Sacha qui dans ce film, mais pas que d'ailleurs, va agir tel un soutien pour le héros de l'histoire, et ça c'est quelque chose que j'adore. Mais au-delà de ça, je trouve la relation entre Max et Jirachi assez plate malgré tout, je dois bien vous l'avouer. Alors c'est mignon, je dis pas le contraire, mais vu le caractère et malheureusement aussi la voix de Max dans ce film, franchement j'ai du mal à rentrer dans le jeu par moment. Alors que, encore une fois, je ne déteste pas Max, et au contraire j'adore les rares épisodes où il est mis en avant, notamment lorsqu'il est en relation avec certains autres Pokémon. Concernant son comportement dans le film à certains passages, je me dis que ça reste plutôt légitime vu que c'est un enfant, donc ses réflexions ou ses petits caprices, j'accepte. Mais malgré cela, Jirachi lui-même ne semble pas spécialement plus attaché que ça à Max au final, du moins je n'en ai pas trop eu l'impression. C'est vraiment Max qui porte cette relation, plus que Jirachi, et parfois ça me donne presque carrément l'impression d'assister à une relation à sens unique, ce qui est assez triste. On verra d'ailleurs plus tard lors du 9ème film qu'une telle relation fonctionne beaucoup mieux entre Flora et Manafi par exemple. Pourtant, beaucoup de points entre les deux sont similaires, mais différents dans leurs exécutions ainsi que dans les mises en scène qui seront tout bonnement bien meilleures. Mais nous y reviendrons là encore le moment venu. Bref, tout cela fait que je n'arrive pas à prendre cette relation entre Max et Jirachi très au sérieux. On sent que c'est parfois trop éphémère, parfois trop forcé, mais globalement pas assez appuyé à mon sens. Le tout donne ainsi un résultat très incomplet au final, en tout cas c'est mon ressenti. Mais puisque l'on parle de relation, le moment est venu d'aborder le couple de Butler et Diane, et clairement, là non plus c'est pas fameux. Encore une fois, comme dit précédemment, j'apprécie le fait que Butler vienne de la team Magma. Ça change si on peut dire, et vu leur objectif, ça rajoute un certain intérêt d'entrée de jeu à mon sens. Mais le problème là-dedans, c'est que son histoire va vite tourner au ridicule, autant de son côté que du côté de la team Magma, et même Groudon par la même occasion. Déjà, le fait que la team Magma l'ait viré juste pour une simple expérience ratée visant à recréer Groudon. Et d'ailleurs, ils ne l'ont pas juste viré, ils l'ont banni à vie. Vraiment, pour si peu? Genre, l'erreur est fatale, pas de seconde chance ni rien. Sans déconner, je trouve ça vraiment ridicule comme finalité, c'est bien trop extrême.
Cela dit, Butler a su rebondir derrière et de façon franchement admirable pour le coup. Je veux dire, le mec a quand même réussi à trouver le cirque qui allait le mener jusqu'à Jirachi afin que ce dernier puisse accomplir son objectif et accessoirement se venger de la Team Magma. Et bah sincèrement, c'est aussi idiot qu'intelligent en vérité. Ce qui est surtout dommage là-dedans, c'est qu'il va finir par tomber dans le stéréotype du personnage tellement obnubilé par sa vengeance qu'il va même rejeter ceux qui comptent pour lui, comme Diana. Diana qui ne fera clairement pas grand chose de tout le film d'ailleurs, hormis servir à la rédemption de Butler une fois que celui-ci aura causé sa perte. Ce qui reste tout de même plutôt triste, sachant que tout ce qu'elle voulait, c'était que Butler atteigne son objectif, tout simplement parce qu'elle l'aime. Et c'est bien beau tout ça certes, mais clairement vu toutes les conneries d'avant, bah ça ne sauvera pas grand chose malheureusement. Et justement, en parlant de ce qui est à mon sens, l'une des pires idées jamais conçues dans la saga animée de Pokémon, et qui est la principale raison pour laquelle j'ai bien trop de mal avec ce film. Je parle bien entendu du fameux Groudon. Ce Groudon qui pour moi n'a aucun sens, ne sert à rien à part ridiculiser tout le film. Ce Groudon complètement malgache, ou plutôt Groudon virus comme il est apparemment officiellement nommé, qui pour moi représente uniquement à quel point les idées de ce film sont simplement parties bien trop loin inutilement. Lors du 4e film, centré sur Celebi, je vous disais que tout le délire du monstre de paille géant c'était bien trop pour moi. Et là c'est exactement la même chose. Pour moi ça n'a aucun sens et ça ne sert strictement à rien hormis me faire sortir encore plus du film et rendre le tout encore plus ridicule. Et encore quand je vous dis que pour moi c'est la même chose, pas vraiment au final. Car dans le film de Celebi, il y a tout de même plus de moments intéressants avant ce fameux climax, en tout cas à mon sens. Sauf que ici le fameux Groudon virus intervient vers les 50 minutes du film. Et le problème c'est que tout ce qu'il y a avant, bah c'est déjà pas bien fou encore une fois. Donc là si vous voulez, pour moi c'est un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder l'océan qui est dans le vase. Littéralement pour moi, hein, c'est le point de non-retour qui est atteint à ce moment-là. Je veux dire merde quoi, on parle quand même d'un Groudon artificiel qui est 20 fois trop grand et qui a des espèces de tentacules qui veulent tout absorber. Pour être franc, je n'arrive même pas à le trouver badass, tellement je trouve ça ridicule, c'est pour dire. Alors j'imagine que tout cela est provoqué par le fait que Butler a mis tellement d'énergie de la comète dans le sol de Forina que ce Groudon a dû se retrouver comme surchargé par cette même énergie. Qui n'est peut-être pas une bonne énergie d'ailleurs puisqu'elle vient de l'espace et qu'elle a directement créé ce monstre. Mais bon là encore on n'a aucune explication alors ce n'est que théorie. Chose que je n'arrive pas à expliquer par contre, c'est que littéralement 5 minutes avant cela, les héros expliquent que toute la forêt, le sol et même les Pokémon de Forina donc sont nourris par cette même énergie. Alors comment expliquer le fait que lorsque cette énergie rentre en contact avec elle-même du coup, puisque l'on parle bien ici de la même énergie de la comète, comment en arrive-t-on à un tel résultat? C'est juste incohérent, non? La seule explication que j'y trouve personnellement, c'est que tout cela a dû créer un trop-plein de la même énergie, créant ainsi ce fameux Groudon virus. Mais genre, vous voyez à quel point c'est tordu quand même? Ou peut-être suis-je le seul à trouver cela bien trop incohérent pour pas grand-chose au final? Et peut-être même que certains d'entre vous vont me dire que j'exagère, mais justement, si jamais parmi vous il y a des gens qui sont fans de ce Groudon virus, vraiment, expliquez-moi comment vous faites en commentaire. Et vraiment j'insiste, hein, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre point de vue et de pouvoir ainsi en débattre avec vous. Bref, pour revenir là-dessus, je crois qu'au final, celui qui souffre le plus de ce Groudon virus, eh ben c'est Butler lui-même en vérité. Il ne semble même pas comprendre ce qu'il a lui-même créé, et dès l'instant où il pose les yeux sur ce monstre, il regrette immédiatement son idée à la con. Donc le mec a tout de même prévu tout un plan pour aller à la rencontre de Jirachi qui ne revient que tous les 1000 ans, afin que ce dernier puisse réaliser son vœu et ainsi pouvoir prendre sa revanche sur la Team Magma, tout ça pour au final refoirer son expérience. Et le pire là-dedans, c'est qu'il ne sait même pas quoi faire une fois que le Groudon virus se réveille. Ça veut donc dire qu'il avait prévu de créer un Groudon, mais qu'il n'avait pas prévu un simple moyen pour le contrôler afin que ce dernier puisse lui obéir, tout simplement. Mais comment on peut être aussi con, merde? Soyons sérieux, sans déconner, c'est d'une tristesse. Et c'est surtout tellement anticlimatique, je trouve. On parle quand même de Butler qui est l'antagoniste, et de Groudon qui est la menace principale du film. Et tout cela est au final tellement ridicule à mon sens. Vraiment, c'est frustrant un tel résultat. Bon, s'il y a au moins une chose à tirer là-dedans, c'est la tête que Groudon fait lorsqu'il se fait littéralement soulever par la boule d'énergie provoquée par Jirachi. Vraiment, ça par contre, ça marche toujours. C'est toujours aussi ridicule, hein, certes, mais au moins ça a le mérite d'être vraiment marrant. Allez, maintenant que j'ai fini de donner mon avis sur les points qui m'ont déçu, passons aux anecdotes et vous allez voir que malgré tout, il y en a quelques-unes qui sont vraiment sympathiques. Par exemple, et malgré les apparences, il s'agit là du seul film Pokémon sous l'ère de 4Kids à n'avoir aucun changement par rapport à sa version japonaise. Hormis le fait que la chanson principale du film, qui servira d'ailleurs de générique de fin à ce dernier, sera complémentée par quelques lignes de dialogue supplémentaires en anglais. Comme quoi, on dit souvent que 4Kids ruine absolument tout ce qu'il touche, mais pas pour cette fois visiblement. Et comme par hasard, la seule fois où il ne touche à rien, il a fallu que ça tombe sur ce film. Ça ne pouvait pas arriver pour les précédents qui étaient bien meilleurs, hein, évidemment que non. D'ailleurs, pour revenir rapidement sur l'ending, il faut savoir que c'est la première fois que celui-ci sera gardé, bien que réajusté comme dit précédemment, par la version américaine et donc la nôtre également. De plus, vous l'aurez sûrement remarqué, mais dans le film, il y a plusieurs scènes dans lesquelles Flora fredonne cette même musique. Et durant ces scènes, c'est bien sa voix japonaise qui a été gardée, donc si vous entendez un léger changement, c'est tout à fait normal.
Enfin, je veux dire, en plus du changement habituel que nous avons eu, nous, pour la version française. Et à ce propos, j'en ai déjà parlé lors de mes reviews des 2 précédents films, et je le redirai également lors de la review du prochain, mais évidemment, on va revenir sur les problèmes liés à la production du doublage. Alors, j'en parle plus en détail lors de ma review du 4e film, si jamais vous ne l'avez pas encore vu, mais pour faire simple, c'est TF1 qui a réalisé les doublages des films 4, 6 et 7, expliquant ainsi les changements de voix effectués, car on est passé d'un doublage belge à un doublage purement français. Sauf que la prouesse dans la gestion de TF1 là-dedans, c'est qu'en plus d'avoir abandonné le projet et donc d'avoir pris des années de retard sur ces 3 films, ces derniers ont subi 2 doublages différents. Ça veut dire que les voix du 4e et du 7e film sont les mêmes, chose tout à fait normale puisque réalisée par la même enseigne. Du moins en théorie, puisque le 6e film, lui, est le seul du lot à avoir un doublage encore différent des 2 autres. Bref, c'est à n'y rien comprendre. Dire qu'on a attendu ces 3 films pendant des années jusqu'en 2007, bordel. Rendez-vous compte que la 4e génération était déjà sortie à ce moment-là. On a attendu si longtemps à cause de TF1, et c'est une attente qui aurait pu être légitimée ou au mieux excusée par le fait d'avoir les doubleurs originaux. Mais non, même pas. Et attention, encore une fois, loin de moi de jeter la pierre aux autres doubleurs qui n'y sont pour rien, je le précise. Mais de se dire qu'on aura attendu tout ce temps pour ça, pour ne même pas être récompensé de cette attente au final. Oui, clairement, c'est décevant. Mais bon, en vérité, on n'est pas les plus à plaindre, puisque figurez-vous qu'à côté de ça, les Italiens, eux, ont attendu jusqu'en mars 2012 avant d'avoir la première diffusion de ce film, soit quasiment 8 ans après la sortie américaine. Comme quoi, comparé à eux, on aura été plutôt chanceux au final, si j'ose dire. D'ailleurs, sachez que ce film est le seul parmi tous ceux de la 3e génération à ne pas faire apparaître un Pokémon de la 4e génération. Et oui, cette dernière avait commencé son teasing très tôt avec le 7e film notamment. Mais nous y reviendrons plus tard lors de ma review sur ce dernier, bien évidemment. Et pour finir sur cette partie anecdote, saviez-vous que ce film a été référencé à 2 reprises dans les jeux Pokémon? Pour la première référence, il s'agit de Pokémon Colosseum, un jeu de la 3e génération justement. Dans celui-ci, vous pouvez y trouver une dresseuse nommée Biker Zala, que vous pouvez rencontrer à la 77e position du Mont Bataille en combat solo. Et la particularité de cette dernière, c'est qu'elle possède toute une équipe basée sur les Pokémon phares du film, notamment donc Absol, Libégon, Kirlia, Grayena, Terraclope et bien évidemment Jirachi. Quant à la deuxième référence, celle-ci se trouve dans les jeux principaux de la 4e génération, Diamant, Perle et Platine donc. En effet, 2 top dresseurs inspirés du couple de Butler et Diane se trouvent à la route 229 et vous affrontent en combat duo. Et là, encore une fois, leurs équipes font écho à leurs Pokémon du film, puisqu'ils possèdent Dratak, Terraclope, Grayena et Kirlia. D'ailleurs, sachez que dans la version japonaise des jeux, ces 2 dresseurs possèdent les mêmes noms que Butler et Diane dans la version originale du film. Malheureusement pour nous, ils seront renommés Esteban et Cassandra dans la version française des jeux, tout simplement car les traducteurs américains n'auraient pas compris la référence au film. Maintenant, à vous de reparcourir ces 2 jeux et d'affronter ces dresseurs par vous-même si vous êtes motivé, mais je trouve ça super sympa comme hommage au film pour le coup. Et bien sûr, j'ai failli oublier la fameuse question habituelle, ce film est-il considéré comme étant canon avec la série? Eh bien figurez-vous que c'est assez confus, mais on penche plutôt vers le positif. A vrai dire, tout cela est dû à la série Noir et Blanc, dans laquelle Sacha semble se souvenir de Jirachi. Je précise bien qu'il semble se souvenir car c'est clairement sous-entendu, mais pas totalement assumé pour autant. Puisque la génération elle-même de Noir et Blanc se veut comme un pseudo-reboot dans lequel on évoque que très peu le passé de Sacha. Malgré le fait qu'il y ait clairement des flashbacks des premières saisons, en plus de la présence de son Dracofeu, mais bon. Donc techniquement, ce film semble être bel et bien canon. Mais au pire, franchement, au point où on en est, c'est pas bien grave. Pour conclure cette review, je dirais que pour un premier film sur un nouveau groupe de héros, il aurait eu l'audace de mettre en avant un autre personnage que le héros principal, et cela dès le premier film centré sur cette nouvelle génération. Et que l'on aime ou non le personnage de Max, cela reste en tout cas une idée plutôt intéressante que de s'être servi de ce film comme tremplin pour lui afin de le faire briller un peu plus sous le feu des projecteurs. Cependant, et malgré cela, c'est un film qui, à mon sens, n'ira pas beaucoup plus loin à défaut d'aller justement trop loin inutilement dans ses idées, provoquant ainsi un effet semblable à celui d'un pétard mouillé. Fort heureusement, ce n'était que le premier film de cette nouvelle génération qui ne fera que s'améliorer au fur et à mesure des années. Et bon sang, qu'est-ce que j'ai hâte! Qu'est-ce que j'ai hâte d'enfin aborder ce qui est à venir, car maintenant que ce film est passé, nous sommes clairement tout en bas de la pente mes amis. Mais c'est une pente qui sera certes bien raide, mais qui nous conduira surtout très vite dans les sommets de l'animé de Pokémon. Et j'attends de vous parler de ces moments depuis si longtemps maintenant. Et on y arrive enfin. Mais avant cela, il nous reste une dernière étape à passer. En attendant, j'espère tout de même que cette review vous aura plu, et cela malgré mon avis très tranché, dirons-nous. Malheureusement, ce film fait encore une fois, à mon sens, partie des 2 moins bons de toute la franchise. Et même si ça ne me fait pas spécialement plaisir de le vendre ainsi, je ne vais pas me forcer à embellir mon avis pour autant. Et évidemment, je compte également sur vous pour me donner vos avis en commentaire, car je vous rappelle que nous sommes avant tout là pour ça. C'est un peu comme un échange. Je vous ai donné mon avis, mon ressenti, mes opinions sur ce film. Alors n'hésitez pas, car j'attends tout autant les vôtres en commentaire. Merci à tous, prochaine destination, l'espace.